Alors, dernièrement, dans l'atelier sur l'anxiété, on s'intéresse à la notion de peur. Et on ne peut pas parler de peur sans parler d'anxiété. Et on ne peut pas parler d'anxiété sans parler de peur. Et on s'inspire de l'œuvre de Christophe André, Psychologie de la peur, dans laquelle ce dernier fait référence aux 10 commandements anti-peur. Alors, dans le cadre de ce petit atelier virtuel, je vais vous proposer qu'on les regarde ensemble. Donc, premièrement, M. André fait référence à ce qu'il appelle désobéir à sa peur. Donc, on a souvent tendance à prendre pour du cash. Je vais le dire de cette façon-là, ce que nos peurs nous racontent. Donc, supposons que j'ai la pensée suivante, j'y arriverai jamais, j'en suis incapable, c'est pas fait pour moi, j'en suis terrorisé, bien que les pensées à l'origine des émotions qui vont s'en suivre sont probablement légitimes en lien avec un traumatisme ou une erreur de parcours ou quelque chose de difficile que vous avez traversé, eh bien, il y a une nécessité d'apprendre à ne pas nécessairement écouter et prendre pour acquis ce que cette peur-là nous raconte. Donc, on avait fait dans un atelier, les participants avaient utilisé des exemples personnels. Et je me souviens d'une participante qui avait mis de l'avant une difficulté qu'elle avait à à choisir de faire des cours de conduite. Donc, dans cet atelier-là, c'est un exercice qui lui avait été proposé de visualiser. Donc, visualiser à quoi pourrait ressembler un cours de conduite sans obéir aux pensées limitantes, anxieuses. Et ce que la participante a verbalisé, je vais m'en souvenir, ça fait longtemps, mais je m'en souviens encore, elle a dit, je me vois faire mes cours de conduite avec confiance, je me surprends même à aimer ça, je complète mes cours de conduite, donc je me vois dans mon véhicule avec ma liberté, avec ma quiétude, avec ma paix d'esprit, avec mon autonomie. Donc elle était capable de se projeter sans nécessairement que sa peur soit celle qui dicte ses comportements. Donc, dans un exemple concret comme celui-là, si on désobéit à la peur, et qu'on ose faire preuve de courage, faire preuve du courage nécessaire pour traverser ou outrepasser ce que la pensée limitante nous empêche de faire, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Donc, à la maison, faites simplement prendre une pensée qui a un fondement de peur, un fondement d'anxiété, et essayez de voir comment j'agirais si cette peur-là, je ne lui obéissais pas. Et vous allez voir qu'il y a probablement quelque chose de beau qui va en ressortir. Après, bien évidemment, c'est de l'appliquer dans le quotidien, c'est de l'appliquer dans l'action, de le concrétiser. Mais il n'y a rien comme le visualiser d'abord pour justement apprendre à faire en sorte que ce qu'on souhaite dans la vie, que ce à quoi on aspire, est probablement beaucoup plus accessible qu'on pense. Eh bien, ça commence par le mental en premier lieu. Donc, le deuxième commandement anti-peur fait référence au fait de s'informer réellement sur ce qui nous fait peur. On a beaucoup trop souvent tendance à prendre pour acquis, comme je disais, il y a beaucoup de prises pour acquis, avec une pensée un peu passe-partout. Du genre, moi je suis terrorisé par les tarentules, moi j'ai peur des tornades. Alors qu'on ne s'informe pas réellement sur quel est le risque réel associé aux tornades. Et si une tornade survenait, quelles seraient les chances de survie, etc., etc. Donc, ça peut être bien sûr quelque chose d'un peu plus abstrait. Et souvent, ce qui repasse, c'est j'ai peur d'être seul. Donc, il y a comme un danger associé à la pensée qu'on surestime ou qu'on n'est pas allé au bout de ce que la peur aurait nécessairement à nous dire. Donc, il fait souvent référence au fait que dans sa pratique, il a constaté qu'il y avait certaines personnes, notamment des personnes un peu claustrophobes ou qui avaient peur du sang, qui étaient convaincus que si jamais ils saignaient du nez, qu'ils pouvaient s'étouffer dans leur propre sang. Or, il y a quelque chose de pas réel, il y a quelque chose de pas scientifique associé à ça. Ce qui veut dire que ce que l'auteur vraiment nous propose, c'est d'aller au bout de ce qui nous fait peur. Alors, si vous avez l'impression d'avoir peur des abeilles, informez-vous sur sur les risques associés à ça. Bien évidemment, si vous êtes allergique, c'est une chose. Si vous avez peur du sang, c'est quoi le danger réel par rapport à cet élément-là? Donc, supposons que j'ai une phobie de l'eau ou que j'ai vraiment peur d'aller me baigner. Est-ce qu'on peut couler ou se noyer si on s'affole?
ben, on peut aller chercher de l'information concrète. Un adulte normalement constitué a toujours des réflexes de survie qui lui permettent de nager le temps que les secours arrivent. Si j'ai une phobie sociale, juge-t-on plus négativement les gens qui rougissent? Ben là, on va aller s'informer par rapport à ça. Non, il y a même des études qui suggèrent qu'il n'y a absolument personne qui le remarque. Donc, dans la plupart des situations, les interlocuteurs ont une vision tolérante par rapport au rougissement. Et qu'est-ce qui dit qu'ils vont réellement le remarquer? Donc, c'est d'apprendre justement à en discuter avec quelqu'un de confiance qui ne va pas nous juger ou aller au bout vraiment de ce que notre peur nous raconte. Le troisième commandement anti-peur, ben, il va vous paraître un peu contre-intuitif, mais arrêtez d'avoir peur de la peur. Des fois, on n'ose même pas l'accueillir. On n'ose même pas faire le premier pas dans la bonne direction parce qu'on ne veut même pas l'admettre qu'on a peur, qu'on a cette peur-là et qu'on la ressent. Donc, à la maison, il est clair que je vous invite à accueillir, à vraiment accepter que cette peur-là fasse partie de vous au moment où on se parle. Pas que vous ayez raison ou pas, c'est pas ça qui est important, c'est juste d'apprendre à l'accueillir. Donc, ne pas avoir peur de la peur, ne pas avoir honte de la peur, ne plus être triste d'avoir peur. Donc, de se dire, c'est pas normal d'avoir peur de ça, ça n'a jamais aidé personne. Donc, de s'accueillir avec bienveillance. Et la peur de la peur, c'est beaucoup associé aux troubles, notamment le trouble panique, ce genre de choses-là. Donc, on se met à anticiper les moments où on va pas bien se sentir. Est très fréquemment présent dans l'agoraphobie, ce genre de choses-là, tout ce qui concerne la phobie sociale. Donc, d'apprendre à dire, ben regarde, si la peur survient, je vais être capable d'y faire face et voici les outils qui s'offrent à moi versus, parce que si je me mets à avoir peur de la peur, honte de la peur ou d'être d'une tristesse incommensurable par rapport à la peur, eh bien, je risque beaucoup d'éviter parce que j'ai pas envie de m'y exposer. C'est aussi simple que ça. Donc, le quatrième commandement anti-peur consiste au fait de modifier sa vision du monde. Donc, je tiens à vous rappeler que dans la vie, il y a des occasions qui génèrent des pensées, qui occasionnent des émotions désagréables, qui ensuite influencent nos comportements. Alors, si on voit le monde comme étant un aspect dangereux, qui à chaque coin de rue pourrait nous coûter la vie, ben c'est clair que l'anxiété et la peur vont être dans le tapis. Alors, dans la modification de la façon qu'on voit le monde, eh bien, on gagne à mettre de côté le monde, de changer par le monde est dangereux. Donc, le monde est dangereux. Bien sûr qu'on gagne à le remplacer par quelque chose de plus subtil. Il existe des dangers desquels je peux me prémunir. Donc, tout ce qui concerne des mentalités beaucoup trop prononcées comme « le monde est dangereux, je suis pas fiable, j'ai pas ce qu'il faut et je ne suis pas capable de faire face aux choses », eh bien, l'anxiété va réellement se nourrir de cette incapacité perçue-là, de cette impuissance perçue-là. Donc, on réduit la dangerosité du monde et la façon qu'on le perçoit. On apprend à se faire confiance par rapport aux réactions qu'on pourrait avoir. Et ensuite de ça, on cultive les outils nécessaires pour faire face aux choses. Donc, voyez-vous la combinaison? Je rehausse ma confiance en moi-même, je me mets à moins appréhender les choses et en plus de ça, j'augmente ma capacité à faire face aux choses. Donc, on est tout et dans notre façon de voir les choses. Et bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Il y a un aspect par rapport à l'anxiété qui est indispensable. Donc, dans le 5e anti-commandement, l'auteur fait référence à la confrontation. Donc, notamment dans les phobies, il y a ce qu'on appelle l'évitement et on apprend assez rapidement que la confrontation, c'est réellement l'objectif principal. Donc, si j'ai peur des araignées, le seul moyen d'apprendre à avoir moins peur, c'est de m'exposer à des araignées. Mais l'auteur nous suggère une chose. Il fait référence à la confrontation qui est graduelle, donc qui fait preuve de discernement. Donc, si jamais j'ai une phobie sociale qui est très souffrante et qui est très difficile à confronter, ben, c'est pas nécessairement gagnant d'aller me planter en plein milieu d'une foule. Ok? Donc, j'y vais tranquillement. Je m'expose, je visualise par rapport à certaines choses. J'y vais accompagner quelqu'un de confiance dans un petit groupe. Donc, notamment, si vous avez de l'anxiété à l'idée d'être en groupe, à l'unité Norémie, ben, vous pouvez venir avec une personne de confiance au début, vous informer par rapport aux ateliers où il y a un petit peu moins de monde, vous asseoir un petit peu plus loin, pas prendre la parole lorsque vous venez. Donc, c'est d'y aller tranquillement pour enseigner à votre cerveau que ce n'est pas dangereux d'être dans un contexte social. Enseignez graduellement. Et évidemment, on présume que vous avez changé votre vision du monde, que vous apprenez à désobéir à votre peur, comprenez, et que vous osez faire face à cette peur. Il y a aussi certaines règles qui doivent être respectées. L'exposition doit être longue, l'exposition doit être complète,
les expositions doivent être répétées et l'exposition doit être progressive. Okay? Donc, gardez toujours ça en tête. Si jamais, bien évidemment, on fait référence à des phobies, des choses qui sont très souffrantes, eh bien, je vous encourage à avoir de l'aide professionnelle. Le 6e commandement anti-peur fait référence au fait d'apprendre à respecter sa peur et aussi à l'affirmer auprès des autres. Ce qui veut dire que, donc, on fait référence, bien évidemment, à de l'autocompassion et la mise de limites. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas vous-même votre peur, comment pouvez-vous attendre que les autres respectent cette peur-là? Donc, vous n'êtes pas votre peur, vous n'êtes pas votre phobie, vous n'êtes pas votre anxiété. Vous faites preuve de comportements qui ont une nature anxieuse et that's it, that's all. D'accord? Et si les autres personnes vous se mettent à vous juger, ce genre de choses-là, bien, évidemment, c'est tout un travail d'affirmation, mais s'affirmer, s'habiter, s'accueillir pour qui nous sommes en disant, oui, c'est quelque chose que je travaille, c'est quelque chose qui me déplaît, quelque chose qui me fait souffrir, que j'ai envie de changer, et c'est un work in progress. Donc, voici un exemple d'une phrase. Je sais que ça peut paraître un peu absurde, mais j'ai des peurs très fortes par rapport à ça. C'est dur à contrôler. Et à peu près autant qu'une crise d'asthme ou une migraine. Moi, j'essaie d'affronter tout ça peu à peu. Ça me gêne. Mais pour le moment, j'en suis pas encore arrivé à un contrôle parfait. Voici ce que vous pourriez faire pour m'aider. Bien évidemment, vous n'avez pas de contrôle sur le comportement d'autrui, mais ça versus, ben, tu me juges, ça versus l'évitement total, bien, je pense que vous pouvez voir le degré de responsabilisation qui diffère. Donc, le 7e commandement, l'auteur dit « Réfléchissez à d'où provient cette peur-là, réfléchissez à la fonction qu'elle occupe dans votre vie, mais pas trop. » Donc, évidemment, c'est des principes que vous allez possiblement aborder en thérapie ou en accompagnement individuel. Le but, c'est de ne pas trop creuser non plus. Donc, de comprendre d'où ça vient, quels sont les traumatismes. Parce que dans la vie de tous les jours, rappel amical à l'effet que c'est difficile d'avoir un regard neutre. Donc, chaque situation, qu'on va appeler une situation X, passe à travers des filtres. Et les filtres sont teintés de nos valeurs, nos expériences, nos croyances, nos traumas, etc., etc. Donc, si moi, je regarde le monde, je passe par ça pour ensuite me donner mon interprétation. Donc, c'est jamais 100% objectif. Ce qui veut dire que lorsque on se met à comprendre d'où ça provient, bien, on regarde un peu les lunettes et la prescription associée à nos lunettes. D'accord? Une fois qu'on est conscient de ce pourquoi on a cette prescription-là, ben on ne s'acharne pas à comprendre pourquoi tel degré puis tel principe, OK? Parce qu'on peut passer beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi et beaucoup moins à essayer de régler les impacts que ça a sur le moment présent. Donc, oui, on peut réfléchir à l'histoire de ses peurs, voir ce qu'il y a un sens caché, ce genre de choses-là, mais ne perdez pas la tête en chemin. Ensuite de ça, bien, on revient un peu à la base, c'est prendre soin de sa phobie, prendre soin de sa peur, prendre soin de son anxiété, donc prendre soin de sa machine. L'anxiété va être augmentée notamment par la consommation de substances comme l'alcool, va être influencée par notre état physique comme notre sommeil, la qualité de vie, notre alimentation. Donc, portez attention à ce genre de choses-là. Moi, personnellement, je sais que le café, si j'en prends plus que 3 par jour, je me mets à avoir des palpitations, je me mets à avoir, je peux même avoir le shake, je me mets à être hyper vigilant. Donc, la caféine qui vient stimuler un peu la cortisol en lien avec l'hypervigilance. Donc, si c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible et vous avez, exemple, une sortie importante le soir qui vous occasionne des pensées susceptibles de générer de l'anxiété chez vous, ben c'est peut-être pas gagnant pour vous. Il y a même des aliments transformés qui peuvent avoir un impact X ou Y sur justement votre état interne. Donc, la physiologie de l'anxiété, vous gagnez à en être consciente. Pourquoi? Ben, mettez toutes les chances de votre côté, tout simplement. Là, je dis tout simplement, mais évidemment, c'est le nerf de la guerre, une hygiène de vie. Donc, une alimentation qui est équilibrée, qui est saine, un sommeil qui est réparateur, une routine de vie qui est appréciable, qui n'est pas nécessairement associée à des choses qui sont problématiques, whatever. Donc, imaginons quelqu'un qui dort 8 heures par nuit, qui a une routine saine, qui s'entraîne, qui sécrète de la sérotonine au quotidien.
et versus quelqu'un qui dort 4 heures par nuit, qui mange tout croche, etc., etc., c'est sûr que son anxiété, son degré d'anxiété va être beaucoup plus prédominant. Et on parle même pas du travail. Si quelqu'un travaille 15 heures par jour et il se demande pourquoi il vit un stress quotidien, pourquoi il se met à avoir des palpitations le soir, eh bien, ça peut être réellement un message que notre corps nous envoie et je pense qu'on gagne à l'écouter. Donc, on parle d'exercice physique, d'alimentation et d'être conscient des sources de stress dans votre vie. Le 9e commandement anti-peur fait référence à apprendre à se relaxer. Donc, vous avez probablement entendu parler du yoga, de la méditation, ce genre de choses, de la respiration, qui est la nerf de la guerre, qui est la base de toute chose. Il y a une réputation que la méditation a qui peut faire en sorte que justement, des fois, c'est plus complexe, c'est plus... ça fait peur aux gens, ces thématiques. C'est comme, je me vois pas être un bouddhiste, mais c'est pas nécessairement toujours ça. Donc, ça peut être la pleine conscience, juste être pleinement présent. Il y en a qui ça travaille l'alimentation, ils vont goûter des choses. Donc, c'est vraiment de prêter votre attention aux choses qui se produisent dans le moment présent le plus possible. Et il n'y a rien de mieux que la respiration pour ça. Parce que la respiration, c'est la seule chose que je vous dirais qui se produit réellement, concrètement, dans notre corps au moment où on se parle, duquel on est conscient. Alors, des fois, on oublie de respirer, puis je pense qu'on le prend pour acquis. Alors, gardez à l'esprit que prendre soin de votre machine, c'est aussi apprendre à relaxer et à méditer, de s'offrir des moments de pause, de s'offrir des moments de répit pour pas toujours être stimulé. Parce qu'à un moment ou un autre, qu'on le veuille ou pas, à l'ère des écrans, à l'ère des ci, à l'ère des ça, eh bien, le cerveau, il a besoin d'un break. Sinon, ben, il va constamment être en hypervigilance, il va constamment être à la recherche de stimuli, puis c'est sûr que ça va venir impacter justement notre degré d'anxiété. Et finalement, le 10e commandement, ben, c'est de maintenir ses efforts sur la durée. Tout ce que je viens de vous dire, c'est de l'appliquer au quotidien le plus possible. Supposons que j'arrête ce qui me fait du bien parce que je vais bien. Ben, c'est-tu parce que je faisais ce qui me faisait du bien que je vais bien? Donc, tu sais, de le maintenir à long terme, faire un suivi, continuer de s'exposer, essayer d'avoir un mode de vie qui est de plus en plus simple et de le maintenir dans le temps, c'est ça le défi. C'est la discipline, c'est la persévérance à long terme. Focusser sur le processus, bien sûr, mais les résultats vont venir avec le temps. Il y a toujours une courbe d'apprentissage, une courbe un peu que j'appelle la courbe d'insatisfaction. Au début, il y a toujours une forme d'un peu de stagnation avant que les choses avancent. Donc, cette période-là, elle est réellement insatisfaisante, où il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc, ça peut être un petit peu fâchant, un petit peu déstabilisant, mais avec le temps, les résultats finissent par augmenter, ce qui veut dire qu'au début, ben, vous allez sentir que c'est très difficile, très souffrant. Donc, il y a beaucoup de souffrance ici. Mais la souffrance, si je l'ajoutais dans l'équation, probablement qu'elle diminuerait. Donc, voilà un petit aperçu rapide de 10 choses que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour mieux vous sentir par rapport à votre anxiété. Donc, apprenez à moins écouter ce que votre anxiété vous raconte, apprenez à l'accueillir, apprenez à prendre soin de votre corps. Ce sont tous des éléments qui peuvent vous aider dès maintenant. Si vous êtes intéressé par le livre duquel je fais référence, c'est une œuvre qui est quand même assez théorique, mais bon, pourquoi pas. Des fois, on aime ça lire. Sinon, bien évidemment, si l'anxiété, c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous fait souffrir, vous êtes les bienvenus les mardis à l'unité Norémie dès 19h. Ce sera avec moi. On passera 2 heures à parler d'anxiété. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de plusieurs personnes, peut-être de la vôtre. Alors, pourquoi pas venir chercher des outils. Alors, sur ce, j'espère que ça a été bénéfique pour vous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.